Alors voilà, bonjour, on est rentré, il fait nuit. Et puis donc je voulais vous donner quelques infos que je ne vous ai pas données sur le lac d'Annecy, le lac du Bourget. Donc effectivement, ils sont tous les deux des lacs glaciaires. Je ne savais pas laquelle était la deuxième, à la troisième place après le lac Léman. En fait, c'est le lac du Bourget qui est la deuxième place, puisqu'il est plus grand, il fait 45 km², un peu plus de 18 km sur 3,5 km au plus large. Bon, c'est à peu près, il est à peu près régulier. Et il fait en volume 1 km3 900 et quelques. Voilà, un volume d'eau. C'est dû à la profondeur. Le point le plus profond est 145 mètres. Et il a une moyenne de 40 mètres de profondeur, je crois. Le lac d'Annecy est donc le troisième lac glaciaire. Comme je vous l'ai dit, c'est le principe. Il y avait un glacier à la place. Le glacier pousse des débris et une moraine. Et quand il fonde, ça fait une digue. Et c'est comme ça que le lac se forme. Et il reste parce que du coup, il y a des rivières qui l'alimentent et également des sources en profondeur. Salut ma fifi. C'est petite Clémentine, qui vient me rendre ici. Donc le lac d'Annecy est donc un lac glaciaire, le troisième plus grand de France après le lac Léman et le lac du Bourget. Lui, il fait 26 km², il fait 14 km 600 de long. Il fait en moyenne aussi 3 km 5, enfin il fait en moyenne, il fait 3 km 5 au plus large, et il est assez régulier aussi au niveau largeur. Il est moins profond, il fait 86 mètres je crois au point le plus profond. Et il a une contenance d'environ 1 km3 216, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Alors ils ont varié, c'est-à-dire que il y a des moments ils ont été beaucoup plus grands. Si on prend l'exemple du lac du Bourget, il y a un moment il a été 10 fois plus grand, c'est-à-dire il fait environ, il fait plus de 400 et 450 km² de surface. Voilà, et là il est réduit au 1/10 à sa position actuelle. C'est des lacs qui sont forcément vivants parce que il y a des périodes glaciaires, il y a des périodes non glaciaires, et ils sont forcément vivants vu que les Alpes sont toujours en train de monter. Voilà. Je vous l'ai expliqué, c'est la plaque africaine qui passe sous la plaque européenne. Donc en fait, ils augmentent de quelques millimètres par an. Et ils dépasseront certainement la hauteur de l'Himalaya actuelle. Vous voyez la grandeur de l'Afrique. Donc le temps que toute la plaque soit passée en dessous, vous imaginez. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, ce qui fait que c'est des lacs qui vont continuer à vivre, à changer de volume. Il y aura peut-être des nouvelles périodes glaciaires, donc à geler, etc. La montagne rabotée, mais comme je vous dis, elle augmente, donc voilà. Ce sont des lacs extrêmement vivants. La particularité du lac du Bourget, si le lac d'Annecy est entièrement fait dans les Préalpes, le lac de Bourget, la rive côté Chambéry, c'est les Préalpes, et la rive opposée, direction Bourg-en-Bresse, là où on vous a montré le mont du Chat, le col du Chat, on n'y est pas monté, mais vous avez vu la dent du Chat. Là, c'est le Jura. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Particularité du Jura en France, en Suisse, puisque c'est les deux pays qui l'ont, c'est que c'est une terre qui était émergée au temps des dinosaures. Alors pourquoi je précise ça? C'est que l'Europe, au temps des dinosaures, je rappelle que les dinosaures c'est moins 185 millions, moins 65 millions d'années. À l'époque des dinosaures, l'Europe était un réseau d'îles, plus ou moins importante, mais c'était vraiment un réseau d'îles, c'était pas une terre complètement émergée. Voilà. C'est entre autres avec les périodes glaciaires que les terres sont émergées, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais le Jura était déjà émergé de la mer, et c'est qu'il y avait entre autres la mer du Secondaire dans le bassin parisien, ce qui explique les terres riches de la Beauce, qui sont les fonds de la mer. Le Jura était donc déjà émergé, et il y avait tout un tas de faune, etc. Et on a la chance de trouver, on n'arrête pas d'en trouver d'ailleurs. En France, on a trouvé 3 sites où il y a des empreintes. Alors, il y en a un, il y a 1400 empreintes, le plus grand fait 3000. Le deuxième, je ne sais plus combien, et il y a un site en Suisse qui est très impressionnant, puisqu'il
Il y a 14 000 empreintes de dinosaures. C'est le plus grand site au monde. D'ailleurs, après, c'est la France, je crois. Le plus grand site au monde d'empreintes. Alors, c'est vraiment passionnant, hein, parce que vous reconnaissez les théropodes, c'est-à-dire les grands carnivores. Genre, pour les plus grands, genre Albertosaurus ou Tyrannosaurus Rex, mais version européenne. Donc vous les reconnaissez bien avec les 3 grands doigts, vous savez comment ils sont dans Jurassic Park, etc. Et puis donc les pieds ronds d'un bloc ou avec des petits ergots qui sont les herbivores. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y avait des très très grands animaux, puisque le plus grand au monde a été trouvé en France, mais pas dans le Jura, pas au niveau des empreintes. Dans le Jura, c'est des empreintes, on n'a pas trouvé encore de squelettes. Par contre, là où on trouve des os et des squelettes, c'est en Charente-Maritime, à Angeac-sur-Charente. C'est une parenthèse par rapport au lac, parce qu'on n'était pas loin du Jura, au lac du Bourget. Ben, quand on a monté le mont du Chat, c'était le Jura. Donc Angeac-sur-Charente, ils font les fouilles chaque été, et ils n'ont pas assez du reste de l'année pour, pour tout analyser. Mais en tout cas, ils ont trouvé le plus grand, je crois, humérus qui a été découvert dans le monde. Il fait 2,60 m de long. Voilà, il est plus grand que celui de l'Argentinosaurus en Argentine, en Amérique du Sud, qui fait je ne sais plus combien. Celui-là, c'est vraiment le plus grand, il fait 2,60 m. Donc on a calculé que l'animal, a priori, à partir de cet humérus, devait faire à peu près la longueur d'une baleine bleue, 30-35 mètres, une cinquantaine de tonnes et une dizaine de mètres de haut. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y avait des très grandes îles, malgré que c'est un réseau d'îles, puisqu'il y avait la capacité d'avoir des animaux aussi grands, c'est-à-dire que les grands herbivores comme ça, alors c'était une variété je le sortirai, j'ai oublié le nom. Et les grands herbivores remodelaient les forêts, puisqu'ils se mettaient debout, ils abattaient les arbres, etc. Donc derrière eux, les arbres poussaient. C'est une façon d'entretenir la forêt, de la remodeler. Et donc pour pouvoir nourrir des animaux, il fallait qu'ils soient sur une très 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 grande île, parce qu'évidemment ces grands animaux-là ne nageaient pas. Voilà, donc on a trouvé tout un tas d'espèces, une variété un petit peu comme les Gallimimus, c'est ces espèces d'autruches là qu'on voit dans Jurassic Park 1 notamment, et dans ceux qui regardent la série Jurassic World, la colonie du Crétacé, on les voit aussi. Donc une variété de Gallimimus. Alors la particularité, c'est qu'en Charente-Maritime, on a trouvé pas mal de squelettes entiers. Si on a retrouvé qu'un humérus du Turriosaure, voilà, c'est la famille des Turriosauridae. Au niveau du cousin du Gallimimus, on a trouvé un troupeau entier. C'est le seul endroit en Europe où on a trouvé un troupeau entier, parce que souvent on trouvait qu'un animal. Voilà. Donc c'est vraiment un site en pleine exploitation, Angeac-sur-Charente. Ils trouvent des quantités de choses au niveau des plantes, au niveau des petits animaux, notamment une variété de crocodiles de 4 à 6 mètres de long, je crois, enfin tout un tas de choses, des tortues, voilà, etc. d'époque. C'est intéressant. Sur place, vous avez un musée. Je ne sais pas si, par contre, je ne sais pas si l'humérus gigantesque est sur place dans le musée ou s'il a été transporté au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Mais il n'y a pas que là qu'il y a des dinosaures. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'il est plutôt sur place. Mais c'est un site extrêmement riche. Voilà. Donc, vous voyez, on a ces deux sites étonnants. À la fois dans le Jura, on a des empreintes, hein, très bien conservées. D'ailleurs, sur les sites français où ils y sont, il y en a au moins un. Alors, il y en a un, en fait, c'est la falaise. Donc, vous passez sur la route et vous les voyez. L'autre, ils sont vraiment à plat et ils ont peint le contour des empreintes, de couleurs différentes suivant chaque espèce, et ça vous donne vraiment une idée vous pouvez suivre exactement tout le rail, hein, tous les pas des animaux. C'est très très intéressant. En Suisse, c'est vraiment immense, mais ils n'ont pas fini de l'exploiter, mais en France non plus, hein. Ils n'ont absolument pas fini de découvrir. Voilà. Et l'autre, donc en France, Angeac-sur-Charente, c'est pas le seul endroit où on trouve des dinosaures, puisque dans le sud de la France, centre-sud, on en trouve pas mal. Il y a une personne qui a développé sa propre méthode pour les nettoyer. D'ailleurs, elle a une collection de squelettes invraisemblables qu'il a reconstitués, à faire pâlir à tous les muséums d'histoire naturelle du monde.
Je suis content parce qu'il y en a beaucoup qui viennent chez lui pour apprendre, pour savoir comment faire, les reconnaître et tout. Et c'est très très intéressant. Donc on parle toujours des États-Unis, du T-Rex. Je vous rappelle que le T-Rex n'est pas le plus grand des carnivores qu'il y a eu. C'est vrai qu'il était là il y a 65 millions d'années au moment de l'extinction des dinosaures, mais c'est pas le plus grand. Hein. L'Albertosaurus en Alberta, le, le Gigantosaurus et puis le Tarbosaure, par exemple, en Asie, était plus grand que lui, hein, entre 1 et 2,50 m, 3 mètres. Et puis le plus grand des carnivores qui mangeait aussi qui était aussi piscicole, qui mangeait des grands poissons, l'équivalent par exemple des espadons, des poissons aussi, mais qui faisait autour de 8 mètres de long. C'est donc la variété de spinosaures. Il y en avait sur tous les continents. Les baryonyx, par exemple, sont de la même famille, font partie des spinosauridae. Mais le spinosaure nord-africain était le plus grand, puisque lui pouvait faire jusqu'à 4 mètres, bon poids, bonne longueur, de plus que le T-Rex, qui faisait en 12,50 mètres et 13 mètres. Voilà, de longueur, hein. De haut 7 mètres le T-Rex et le spinosaure était un peu plus grand, mais le spinosaure lui pouvait atteindre jusqu'à 17,50 mètres, ce qui est quand même assez impressionnant en tant que carnivore. Mais il mangeait en général des poissons. Il devenait carnivore quand l'été, quand c'était à sec. Alors je vous dis ça, mais en fait on est en train d'apprendre, hein, donc ça change souvent. Je vous rappelle également qu'on trouve des dizaines et des centaines d'espèces de dinosaures nouvelles chaque année. Voilà, qu'on est pratiquement persuadé par exemple que le T-Rex, qui était le dernier grand théropode carnivore, qui était là donc au moment de l'extinction des dinosaures, devait avoir des protoplumes. On a du mal à s'imaginer un T-Rex avec des plumes, mais protoplumes, ça veut dire des pré-plumes, si vous voulez. C'était les premières plumes qui existaient. Voilà. Donc c'est assez marrant, mais c'est comme ça. Donc voilà, je me suis embarqué là-dessus parce qu'effectivement, le lac du Bourget en particulier n'est pas très loin de ces sites-là, hein, dans le Jura français et Jura suisse par voie de conséquence, où il y a ces sites impressionnants de milliers d'empreintes de dinosaures. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais vous dire? Je reviens au lac d'Annecy, au lac du Bourget. Donc voilà, ils ont des eaux absolument claires, cristallines, magnifiques. Hein. Ce sont des lacs de montagne. Alors c'est passionnant parce que là, il y avait un peu de vent, ils ont des petites vagues et tout, mais c'est de l'eau douce, ce qui permet aux arbres de vraiment pousser. Je sais qu'au bord de la mer, à part c'est pas vrai, les forêts donc je retrouverai, qui poussent dans la mer, il n'y en a pas 36. Là, évidemment, ils n'ont pas ce problème-là. Donc, vous avez vu tous les oiseaux, hein, il y en a une bonne variété. Il y en a 4, mais il y en a beaucoup plus que ça sur le lac d'Annecy, qui est, comme le lac du Bourget, un lieu de repos pour l'hiver, pour pas mal d'oiseaux. Alors, le lac du Bourget, peut-être plus, parce qu'il fait moins froid. Hein. D'abord, il est moins où le lac du Bourget, il est à 230 mètres de hauteur, et le lac d'Annecy, il est à 426 mètres. Donc, ce qui fait que même quand il fait chaud, il y a toujours, on va dire, 1-2 degrés de moins, peut-être, dans l'eau au niveau du lac d'Annecy par rapport au lac du Bourget, parce qu'il est plus haut. Quoi. Vous avez vu, les sites sont similaires tout en étant très différents. Annecy est beaucoup plus visité, c'est je vous l'ai dit, un des grands sites touristiques des Alpes. La ville est absolument magnifique. Donc, c'est vraiment superbe. Il y a une histoire très très riche et la différence de Chambéry, ça n'a pas été bombardé, bien qu'il reste, on y retournera et on vous montrera, des beaux restes, hein, des hôtels particuliers dans le centre d'Annecy et tout, dans le centre de Chambéry. Annecy est beaucoup mieux conservé et puis surtout que depuis le 19e avec la grande vogue des tourismes et tout, c'est pas une ville thermale, hein. C'est vraiment touristique. Évidemment, ils ont conservé tout ça encore plus. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Excusez-moi d'avoir fait une parenthèse sur les dinosaures, mais c'est vrai que le lac du Bourget étant dans le Jura, et on ne peut pas passer sous silence ces sites qui sont absolument magnifiques, et de là parler d'Angeac-sur-Charente et de d'autres sites d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ont été trouvés aussi, je crois, je ne sais plus où. Mais bon, voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à très très bientôt. Bye. Que Dieu vous bénisse.